Mademoiselle Doré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Bah écoutez, c'est très simple. Oh, mais j'adore la Alors ils préfèrent rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Bon bah ça va. On arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un sac qui s'est joué. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Cet entretien sera intégralement pas filmé. C'est une fabrication artisanale. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Qu'est-ce qu'il fout? Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Moteur! Oh putain, moteur! Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission dont n'est pas filmée, l'émission Cinéma Critique en partenariat avec le Cinémanux sur Station B. Anciennement, c'était encore plus de cinéma, mais sur cette saison, on s'appelle désormais On n'est pas filmé, une toute nouvelle équipe avec énormément de nouveaux membres. On va le voir, vous inquiétez pas, on va les présenter. Nous avons par contre toujours des habitués. On essaye de s'en débarrasser petit à petit. Certains, par la pression sociale, administrative, professionnelle, enfin bref, on a essayé de faire le tout. Ils sont partis et on est très heureux d'ailleurs, restez là où vous êtes. Par contre, on a toujours Lenny. Bonjour Lenny. Je sens que ça t'emmerde que je sois là, donc j'adore. Je crois qu'il n'y a pas de sous-entendu. Et là, vraiment, je crois que je l'ai dit. Ah ouais, c'est direct. Ouais. Je pense que t'as compris un petit peu mon ambition. Non, je pense que tu m'aimes au fond de ton petit cœur. Ouais, surtout, en fait, du rocher qui te sert de cœur. J'ai essayé de t'aimer, mais j'ai pas réussi. Alors, c'est ce que m'a dit mon ex, donc excuse-moi si je suis aigri, mais voilà, dans les temps de l'hiver, il y a des fois des gens qui sont tout seuls, et j'espère que tu vas l'être. Lenny, ça me fait plaisir, mais surtout, ce qui me gêne, toi, principalement, c'est à chaque fois tu nous dis qu'on est filmé et on n'est absolument pas filmé. Seb, bonjour, on est d'accord? Bonjour. On n'est toujours pas filmé. On n'est toujours pas filmé. Donc il n'y a pas de problème, pas de caméra, pas d'image, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut regarder, enfin techniquement on ne peut pas voir ta magnifique coupe de cheveux. Pas du tout, voilà, non. On verra rien, il y aura j'espère bien, aucune image qui sortira sur les réseaux, s'il vous plaît, les internets, etc. Non, ça reste dans le domaine du privé. Voilà, j'espère que ça va rester dans... Alors c'est pour ça, on vous rassure quand même, les deux nouvelles membres. Déjà on a Emma, bonjour Emma. Bonjour. On n'est pas filmé, ne vous inquiétez pas. J'espère qu'on n'est pas filmé. Surtout que toi, tu as un tatouage. Tout à fait, sur tout le visage. Donc, puis explicite. Oui. C'est une croix, mais je ne vais pas dire l'autre adjectif. Non. C'est une croix, mais... Heureusement qu'on n'est pas filmé. Ah oui. Voilà. Franchement, il ne faut pas que ça tombe sur les réseaux. Par pitié, hein, Lenny. Pitié. C'est parce que je suppose, parce qu'à force de dire qu'on est filmé, je suppose qu'en fait, tu fais ça en scred, tu fais ça en soum-soum, derrière notre dos. Je vous le dis depuis le début, je filme, il y a des caméras, j'ai le retour sur la tablette. Bon Lily, bonjour, je pense que tu as compris la dynamique de Lenny. J'ai compris. Il faut l'ignorer. Hein. On l'ignore. Ignorons-le. Jusqu'au bout, hein, franchement. Vous inquiétez pas, il va vite être dépassé et à un moment ou à un autre, ça y est, il va enfin dégager. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais avant donc de vous proposer aussi cette petite revue d'actu de Seb qui devient même carrément la chronique préférée des Français, hein, c'est tombé il y a pas longtemps sur les sondages. Après évidemment la chronique de Gilles Verdez dont n'est pas de Touche pas à mon poste. Voilà, excusez-moi, c'est évidemment un lapsus révélateur. Je vous présente le petit programme puisque cette émission sera dédiée aux films d'animation puisqu'il y en a pas mal qui vont sortir sur cette fin d'année et qui sont déjà marquants. Donc on va vous présenter déjà le film qui sort aujourd'hui, qui est un peu un film événement, on va dire, puisqu'il est français, très marquant, et au vu de son casting et au vu de ses propositions, je pense qu'il peut marquer petits et grands. On va vous le dire plus tard. C'est La plus précieuse des marchandises d'Azanavicius. Donc, encore une fois, on va vous faire une petite critique et le retour sur la rencontre qui a eu lieu à l'Amphidore le 5 novembre, puisqu'il est venu présenter son film en avant-première. Par la suite, on va vous présenter aussi ces petits films d'animation de l'année, les petites découvertes, redécouvertes à faire sur cette année 2024-2023. Et on aura une carte blanche de Florian que on va évidemment développer tout à l'heure. Et évidemment un petit classique, le jeu. On adore les jeux ici, je pense que vous le savez très bien à force. Et je me retourne vers toi du coup Seb pour cette petite revue d'actu. Il me semble autour d'un événement particulier, autour de d'un festival je crois. Oui, alors le mois de novembre autour de Caen et en Normandie plus généralement, c'est un peu le mois des Boréales qui est devenu ces dernières années un événement culturel
incontournables avec de la littérature, du théâtre, de la musique, mais aussi du cinéma. Et c'est l'occasion effectivement de voir des films en avant-première, de voir des événements. J'en ai sélectionné 2-3 petits, dont un dont j'ai déjà parlé lors d'une précédente émission, c'est le LPS qui sera au Cinéma Luxe avec Sisu et Ego. Donc Sisu, film de Castagne où on casse des nazis. Ego, film fantastique où on casse des œufs. Il y a la régie qui applaudit déjà sur Sisu, de ce que j'ai remarqué. Ils m'ont pointé du doigt. Je ne comprends pas pourquoi la régie. Apparemment, Sisu, ça vous intéresse déjà. Non, mais je pensais à toi et qu'il fallait peut-être être planqué du coup. Oh là alors, tu diras ça à Emma aussi, hein, techniquement. Excuse-moi, je te laisse continuer. Non, vraiment. Donc, et puis il y a plusieurs avant-premières qui vont être proposées au Luxe, au Café des Images aussi. Alors, il y a plein d'autres cinémas dans la région qui proposent des choses. J'en ai sélectionné 2. Il y a La jeune fille à l'aiguille de Magnus van Horn qui était en compétition cette année à Cannes. Ça sera au Cinéma Luxe et je vais vous donner tout de suite la date. Ça sera le 26 novembre. Le 29, il y a un film qui s'appelle Armand, ou qui s'appelle La Convocation. En fait, il y a 2 titres. Je crois qu'il y a un titre international qui est Armand, et que le film sortira en France sous le nom La Convocation, qui est un premier film qui a d'ailleurs eu la Caméra d'Or, pardon. Là encore à Cannes cette année. C'est le premier film donc d'Evdan Ullmann Bergman, qui est le petit-fils de Liv Ullmann et de Ingmar Bergman. Okay. Donc c'est fini, les fils d'eux, les filles d'eux. On est passé aux petits-fils et aux petites-filles. Bon. On continue. Et puis du côté du Café des Images, le 23, on aura un film islandais qui s'appelle When the Light Breaks. Dur à dire. Ouais, c'est l'anglais, pas de bilingue. Hein. Non. Donc voilà, c'est que des films qui sortiront en 2025, donc l'occasion aussi de pouvoir se la péter dans les réunions de famille en fin d'année en disant mais moi ça je l'ai déjà vu. Ouais. C'est important, voilà. Et surtout sur cette fin d'année là, on a tous envie d'être valorisés. Et de se la péter, ouais. Ouais, complètement. Clairement. Donc on n'est pas filmé là aussi pour essayer vous aussi de vous la péter comme on se la pète. Donc parce qu'on a énormément d'ego. Lien avec... merci beaucoup. C'est un jeu de mots. Oui, je sais. Et est-ce que tu as une petite news, petit truc en news, parmi les infos du cinéma qui m'ont un petit peu marqué, l'annonce du retour derrière la caméra de Bennett Miller. Okay. Alors Bennett Miller, c'est un cinéaste qui est plutôt rare. Son dernier film en date, c'est Foxcatcher, donc qui commence à dater. Très bon film. On avait un petit peu l'impression que le garçon avait un petit peu abandonné le cinéma. Il fait aussi un peu de théâtre, un peu de choses et d'autres. On le voit pas beaucoup parce qu'il est peu présent sur les réseaux sociaux et ça a un peu son importance. Il n'avait pas annoncé en plus une semi-retraite après Foxcatcher? Ouais, c'est un peu ça. En fait, il revient avec un projet qui s'appelle Underexposed. A priori, le garçon est devenu assez obsédé, intéressé par l'intelligence artificielle et l'impact, ce qu'on appelle toujours les nouvelles technologies, mais les réseaux sociaux, l'internet, l'informatique, sur le monde. Il a priori tourné une partie de documentaire ou un documentaire qui serait pas terminé. Alors je sais pas si le film se terminera sur justement l'impact de ces nouvelles technologies sur la vie des gens. Et en tout cas, ce film, qui est un film de fiction Underexposed, qui est annoncé, qui va bientôt rentrer en tournage, c'est un film qui s'intéresse aux intelligences artificielles. Alors le nom est pas sorti, mais a priori il y aurait une tête d'affiche américaine au casting. On sait pas qui. Alors qui du Vincent Lindon, qui d'un Virginie Efira pour jouer. Et au scénario, il serait accompagné de Charlie Kaufman, donc scénariste de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, d'adaptation, de Dans la peau de John Malkovich, et réalisateur lui aussi de Anomalisa et I'm Thinking of Ending Things. Donc un très beau projet en soi qui peut, à mon avis, faire un très beau thème dont n'est pas filmé, ça c'est sûr. Ça sera sans doute, alors ça sera pas pour tout de suite, je pense que c'est un film qu'on verra pas en 2025, on peut idéalement le voir en 2026. On va dire que c'est Palme d'Or 2026, comme ça. Déjà, prédiction comme ça? Prédiction comme ça. Parce que c'est vrai que tu es très fort en termes de prédiction. Et les auditeurs m'ont fait de retour là-dessus, d'ailleurs. On le ressortira et j'arrêterai ma carrière là-dessus. Ouais. Ah ouais? Voilà. Oh, waouh! J'ai hâte de cette apothéose. Décidément, à chaque fois, vous annoncez une fin de carrière assez rapidement, entre Lazare et Johnny Hallyday et toi, et sur tes prédictions. Je pense qu'il y a vraiment des belles émissions à attendre dont on n'est pas filmé.
c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur. Et désormais, parlons d'un film d'actualité qui est bien sorti aujourd'hui. Là, pas un film de 2026. C'est La plus précieuse des marchandises, un film d'animation présenté et réalisé par Michel Hazanavicius et qui l'a présenté donc à l'Amphi d'Or le 5 novembre. Nous, lors donc de ce tournage de cette proposition, on a pu avoir justement cet entretien, on a pu avoir cet échange avec Hazanavicius. C'était très gratifiant. On va vous développer aussi comme ça un petit peu sa vision sans en dévoiler énormément, évidemment, mais évidemment aussi on va dévoiler quelques petits points de l'intrigue. Donc si jamais c'est une œuvre poétique et poignante, inspirée du conte de Jean-Claude Grunberg, donc ce film suscite un fort intérêt grâce à son sujet délicat et son approche émotive autour de la Seconde Guerre mondiale et dans les pays de l'Est. Donc comme c'est un conte, il était une fois pauvres bûcherons et pauvres bûcheronnes, ayant perdu leur enfant, le dieu du train leur octroie une marchandise, et pas n'importe laquelle, la plus précieuse des marchandises, un bébé. Malgré les récalcitrances de pauvres bûcherons, pauvre bûcheronne, quant à elle, protège et s'occupe de ce bébé comme la prunelle de ses yeux. Sans en dévoiler davantage pour l'instant, le conte explore ce contexte difficile pour en dégager la préciosité de l'âme humaine dans ces périodes, c'est-à-dire l'amour. Certes, c'est naïf, mais le conte, malgré quelques images plus ou moins explicites, s'adresse tout de même aux enfants, tout en explorant la brutalité de cette période. Un film qui embrasse pleinement les caractéristiques d'un conte, en posant une moralité forte et marquante. Hazanavicius espère que le film encourage les spectateurs, les plus jeunes, à réfléchir sur les valeurs de solidarité et d'empathie, mais évidemment pas que. Donc, encore une fois, l'histoire s'appuie sur le conte de Grunberg, un écrivain de théâtre et de cinéma qui, lui, s'appuie sur son vécu et celui de sa famille pour aborder des thèmes aussi douloureux que la Shoah. Michel Hazanavicius est surtout connu, je pense, pour The Artist. À mon avis, vous en avez entendu parler à ce sujet, puisqu'il a eu l'Oscar du meilleur film en 2012, c'est pas n'importe quoi. Ses derniers projets étaient donc Le Prince oublié, qui était quelque part un conte moderne avec Omar Sy. Et en 2022, il a eu Coupé, plutôt là un film sur le tournage d'un projet horrifique, rien à voir, mais qu'il trouvait aussi personnel. Donc aborder un tel sujet, c'est une transition étonnante pour le réalisateur, mais Hazanavicius a révélé que le conte de Grunberg l'avait bouleversé dès sa première lecture, puisque le livre était sorti en 2019. Il a donc pris le temps de convaincre l'auteur pour obtenir les droits d'adaptation très vite, expliquant à quel point il était important pour lui de respecter le ton de l'histoire tout en apportant une touche cinématographique. L'une des particularités du film, c'est la narration, qui reste très proche de celui du conte de Grunberg, et c'est Jean-Louis Trintignant, la plus belle voix française, comme il le dit, d'après Hazanavicius, qui prête sa voix pour cette narration, pour renforcer l'aspect conte, et ce choix apporte une dimension intemporelle au film, accentuant la fable. Autour de cette table, on l'a quasiment tous vu. Quel est votre avis? Quelles sont vos premières impressions directes après le visionnage de La plus précieuse des marchandises? Je me tourne directement vers toi, Lenny. Est-ce que t'as pleuré? Non. Si t'as pleuré. Non, t'étais à côté de moi. Tu veux pas le dire, hein, mais t'as des émotions. Non, mais ça me dérange pas de pleurer devant un film. Ça n'a pas été le cas, même si c'est vrai que c'était surprenant de voir Hazanavicius se tourner vers l'animation. Après, ça a déjà été une question qui lui a été posée rapidement de est-ce que ça a été fait pour pouvoir montrer plus, pour plus de liberté? Visiblement, c'était pas le cas. Donc, j'avouerais que y avait un peu d'appréhension. Ces derniers films m'avaient un peu laissé de côté, je dois bien l'avouer. Et c'est très intéressant de le voir prendre un sujet qu'on pourrait penser personnel par rapport à sa famille, même si c'est un peu éloigné. Et pourtant, il semble s'en détacher un peu, ça semblait en tout cas être quelque chose qui était important de son point de vue, ne pas parler que, on va dire, du sujet horrible, mais ne pas avoir peur d'aller au-delà, d'aller autour et de parler d'autres types de personnes. Et puis Lily, qui plus est, toi tu projetais techniquement et t'étais un petit peu dans l'organisation de cet accueil autour de cette avant-première à l'Amphi d'Or avec Hazanavicius, puisque en soi tu fais les projections à l'Amphi d'Or en général, c'est ça? Oui, c'est ça. Je projette les films à l'Amphi d'Or tous les mardis soirs. Tous?
3 semaines dans le mois. Il y en a une qui est dédiée au Café des Images. Et là, pour le coup, Hazanavicius, parce que déjà, tout le camp le sait, mais il y a eu déjà énormément d'invités rocambolesques, des gens que tu as appréciés profondément. J'ai vraiment beaucoup apprécié tous les invités. Tous, c'était toujours un retour positif, c'est ça qui était bien. Donc, Hazanavicius, pareil, et il est très grand. Moi, c'est ça qui m'étonne toujours. Parce que moi, toujours, je fais 1m70, mais dès que quelqu'un est très très grand, ça m'impressionne. C'est vrai. Je suis obligé de l'insulter. Ça impose un charisme. Oui, mais je suis quand même obligé de l'insulter, moi. Ouais, je comprends. Ouais. C'est un mécanisme de défense ? Ouais, complètement. Et sur la plus précieuse des marchandises, est-ce que toi, tu l'as apprécié, justement, malgré la projection à ta cabine ? Moi, j'ai été le voir une seconde fois. En fait, je l'ai visionné au Cinéma Luxe avec l'équipe du Luxe. T'as eu une avant-première ? Ouais. Ah ouais. Ouais, le bonheur. Et ensuite, j'ai été le visionner pendant la projection aussi une seconde fois hier soir. D'accord. Parce que j'avais envie d'avoir un regard un peu plus reculé. Enfin, c'est toujours différent d'avoir un premier visionnage et un second. Moins dans l'émotion. Ouais, peut-être. J'ai quand même pleuré une seconde fois, au même moment que j'avais pleuré la première fois. Lenny prend de la graine. J'ai pas un cœur de pierre. Chiale, toi aussi. Moi, j'ai chialé, Mais ouais, j'avais plus de recul sur le film. Et du coup, j'ai un avis différent de la première fois. D'accord. La première fois, j'étais vraiment dans l'émotion tout le temps. Et j'étais un peu abasourdie en ressortant. Et en fait, hier, j'ai eu plus de recul, par exemple, sur la fin du film. Et je me suis rendu compte que j'étais mitigée sur la fin du film. D'accord. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a une rupture de ton un petit peu déjà. Ouais. En fait, il y a l'après. Il y a l'après où on voit que le papa du bébé qui a été jeté. Dans la zone spoiler maintenant. Oui, pardon. Pas, on va dire que c'est une zone spoiler, c'est bon, zone spoiler, voilà. En fait, c'est tout joli à la fin. Voilà. Et en fait, je suis un peu mitigée. Je suis entre les contes, ça se finit toujours bien et s'inspirer d'un conte, donc c'est super. Mais je suis aussi mitigée parce que ça se passe pas tout le temps comme ça. Et donc, je sais pas, j'ai trouvé que ça... Je sais pas, j'ai pas forcément apprécié cette partie. J'ai trouvé que c'était un peu trop idéal. Ouais, c'est peut-être ce regard porté davantage aux enfants aussi, qui t'a gêné, toi, en tant qu'adulte, peut-être. Ouais, un petit peu. Ouais, un petit peu. Alors que Emma, toi, justement, tu le disais avant l'émission, toi, t'as un vrai regard d'enfant. Oui, parce que je reste une enfant après. Donc, oui, voilà. Malgré ta croix, on va pas dire la suite, t'as une âme d'enfant. Et tu as apprécié le film ? J'ai beaucoup apprécié le film, et comme Lily, donc je l'ai vu 2 fois. Ah oui. Et je l'ai vu donc, avec l'équipe du Luxe. Mais c'est quoi vos avantages comme ça là ? Écoutez, partagez faire un service civique au Luxe, c'est super. C'est bien, une belle promo. Et donc, je l'ai vu 2 fois, et c'est vrai que la seconde fois, j'ai pu plus apprécier l'esthétique, notamment la part de la nature. Michel Hazanavicius en parlait hier, de la place de la nature et des couleurs de la nature, notamment, qui sont très, très, très présentes dans le film. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai plus vu. Et pour le coup, je suis pas d'accord parce que j'apprécie beaucoup la fin du film qui reprend les codes du conte. Parce qu'effectivement, dans un conte, ça se finit toujours bien. Effectivement, dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Mais le fait de reprendre tous les codes du conte, notamment ne pas nommer les personnages, ne pas situer exactement l'action, je trouve que c'est quelque chose qui rend le film un peu plus poétique sans vraiment traiter de la dimension tragique. Oui, et puis, oui, Lenny ? De fait, c'est quelque chose qu'on évoque déjà. Le film est presque vendu comme un conte de Michel Hazanavicius. Mais ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à son sujet, c'est quelque chose qui peut être apprécié, à mon avis, peu importe votre âge, mais qui va véritablement avoir un attrait, on va dire, pour des personnes plus jeunes. C'était même dans la séance qu'on a eue, je crois qu'il y avait... Il le mettait bien en avant, oui, Hazanavicius, qui avait une jeune de 10 ans. C'est ça, et c'est intéressant parce qu'il y a un peu cette espèce de propos, il n'aimait pas l'aspect devoir de mémoire, mais ce rappel et justement cette envie d'utiliser ce passage de l'histoire et maintenant d'en jouer avec la fiction, c'est vrai que c'est un attrait qu'on n'a pas encore spécialement eu
d'avoir uniquement ce regard qui ne devait être que du documentaire, qui ne devait être que du témoignage. C'est hyper intéressant et surtout, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas forcément toujours aisé de se dire un film d'animation, est-ce que je vais aimer, est-ce que c'est pas que pour enfants ? Normalement, il y a toujours, à mon avis, dans tout l'aspect poétique du film, de quoi être apprécié par absolument tout le monde. Et puis, dans l'origine d'un conte, techniquement, il y a aussi, comme les premiers contes des frères Grimm, par exemple, ou autres, hein, il y a cette horreur aussi quand même présentée, parce que, bon, dans l'entretien d'hier, hein, puisque nous, on enregistre le lendemain, il disait que, techniquement, pour lui, il a été quand même pas si explicite que ça, il n'y a pas d'image d'horreur ou autre. Bon, moi, j'ai quand même envie de dire que si, il y a quand même des images qui restent assez... forte, puisque bon, sans spoiler, voilà, il y a quand même de l'horreur en plein milieu, même si ça se finit bien. Le film, au vu de la période, comme on l'a dit, ça reste difficile. Donc, ça reste quand même assez intéressant, cette vision qui reste, comme on l'a dit, universelle. Et ça, pour le coup, il l'a bien réussi, je trouve. Je sais plus si c'est toi, Emma, qui l'expliquait, mais il donne pas de nom. Tout à fait, ouais. Il dit pas, par exemple, les juifs ne sont pas nommés juifs, les nazis ne sont pas nommés nazis, et ça donne une toute autre consistance. Oui, et puis même le fait de pas donner de prénom au personnage, l'enfant, donc qui est la petite marchandise, reste nommée pendant tout le film petite marchandise. Pauvre bûcheron, pauvre bûcheronne reste pauvre bûcheron et bûcheronne. Et du coup, ça permet aussi de créer justement un non-lien. On s'attache pas terriblement au personnage parce que si on le faisait, pour le coup, ça serait terrible pour nous à vivre. Surtout. Oui, Lily ? Ouais, ce que je trouve super dans le fait de ne pas avoir nommé, c'est aussi qu'on peut avoir un regard plus large sur ce film-là, en fait. Ça élargit l'histoire à d'autres histoires et d'autres possibilités de voir cette horreur ou ce côté poétique. Et en fait, j'ai trouvé ça super de pas nommer parce qu'on peut l'identifier à plein d'autres choses qui se passent dans le monde actuellement même. Voilà, j'allais dire. Et donc, j'ai trouvé ça super comme dimension. Universel dans l'actualité possiblement parce que bon ça a été comme on l'a dit, voilà, Lenny, tu l'as précisé, mais il n'a absolument pas voulu dire que c'était un devoir de mémoire d'avoir fait ce film. C'était pas son intention et c'est toujours pas son objectif. Si c'est réutilisé, tant mieux. Bon, après évidemment il participe à un devoir de mémoire, ça il peut pas c'est indubitablement ça le film, mais en tous les cas voilà, c'est un film qui a plu, je crois, à une grande partie de la salle hier, qui est l'Amphidor. C'est combien de places déjà, Lily ? 630. 630. Et il y avait 630 spectateurs. On était complet. Ouais. Ah oui, on était complet. Ouais. Donc preuve en est. Ça a plu, je pense, à la majorité. C'est beaucoup dans l'émotion. C'est un film que vous pouvez voir aujourd'hui au Cinéma Luxe. Donc n'hésitez pas à faire cette petite découverte. Il reste tout de même tout public, malgré le fait quand même que je pense qu'il faut être sur un public averti pour les jeunes. Il y a quand même des images assez fortes, malgré la poésie de ce film. Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. C'est fin, ça se mange sans fin. Et c'était la bande-son de Flow, un film d'animation aussi qui est sorti récemment. Alors davantage au Café des Images, hein, n'hésitez pas à le découvrir s'il est toujours d'actualité. C'était en plus la bande-son de Zibalodis et Zaloupé. Normalement, j'ai pas écorché les noms. Là, je vous propose de faire un peu plus un écran large pour faire référence à un média, puisqu'on va parler des films d'animation de cette année ou de l'année dernière, puisque évidemment nous avons eu plusieurs propositions de films d'animation avec de grands retours au cinéma dans les films populaires, hein, comme Kung Fu Panda 4, Moi Moche et Méchant 4, et surtout le film qui a pour l'instant eu le plus gros succès, surtout en France, c'est Vice Versa 2. Une fin d'année intéressante pour l'animation avec de nombreux films qui sont sortis ces derniers mois en plus et qui vont encore sortir prochainement. Évidemment, la plus précieuse des marchandises en porte-étendard pour l'animation française, mais en grosse attente, on peut aussi avoir Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim,
Ça sort le 11 décembre en France, donc encore un film qui peut nous prouver que l'animation n'est pas toujours destinée aux enfants, comme on l'a un peu évoqué, mais aussi on peut apporter d'autres suggestions, et c'est ce qu'on vous propose autour de plusieurs films sortis cette année, encore une fois, à découvrir ou redécouvrir potentiellement. Je commence, puisque j'ai envie. Désolé, c'est comme ça, hein, chacun sa dictature. Moi, c'est Le Royaume des Abysses que j'avais envie de vous présenter déjà en préambule. C'est un film chinois sorti cette année, en février, par les distributeurs KMBO, et j'ai pas senti un énorme engouement pour ce film, puisque c'est vrai qu'il a assez provoqué plutôt d'après les critiques de ce que je lisais en plus récemment, ça n'a pas été super bien accueilli. Par exemple, il y a eu des comparaisons avec l'IA, tout bêtement, que je trouve ridicule, parce que c'est pas de l'argument critique, mais bon, certains médias et journalistes pensent que c'est un argument béton. Il faut peut-être refaire un petit peu des études, ou peut-être même autre chose, voire un peu plus large, parce que bon, à force, hein. Voilà. Là, c'est vraiment, je suis parti sur un pamphlet, là, hein. Vraiment, à tout moment, je fais un coup de gueule à la TPMP. Mon hommage évidemment à cette émission qui s'en va bientôt. Donc c'est pour ça, moi je trouve que c'est au contraire, c'est une épopée visuelle, c'est époustouflant, c'est même des fois suffocant. C'est donc une jeune fille un peu, on peut le comparer à un Ghibli, parce que c'est une jeune fille qui va partir dans un monde un peu aquatique, un peu à la voyage à Chihiro, et qui malheureusement n'a plus de contact avec sa maman, et qui souhaite absolument retrouver sa maman, qui l'a un petit peu abandonnée. Évidemment, il y a des raisons à tout cela, et elle va essayer aussi d'être dans une introspection de sa jeunesse et de son adolescence déjà qui commence à pondre. Donc elle est dans ce flot un petit peu d'idées, évidemment d'émotions, et ça se ressent dans surtout les images, puisque c'est époustouflant comme je l'ai dit, parce qu'il y a énormément d'éléments visuels dans ce film. C'est magnifique, c'est un des plus beaux films d'animation qu'on peut avoir aujourd'hui. Après, il faut adhérer, c'est vrai, c'est de la 3D, ça va un petit peu dans quelque chose des fois qu'on peut penser de dépersonnaliser, mais alors je trouve que quand on est dans le contexte du film, au contraire, il y a quelque chose de très humain, donc il y a même des scènes plutôt sur de la 2D, hein, plutôt en 2 dimensions, voilà, on n'est pas vraiment sur ce côté image de synthèse, donc il y a plusieurs animations proposées, c'est beau, c'est magnifique. C'est encore une fois, bon, c'est peut-être pas un film à adresser aux plus jeunes, mais c'est un film à découvrir, je pense. Et au cas où quelqu'un l'a vu, Le Royaume des Abysses, autour de la table, j'étais curieux. Non, c'est ça qui est curieux, c'est vraiment un film qui est un peu passé à côté pour beaucoup. Et je pense que c'est dommage, parce que c'est un film marquant. Enfin, tous ceux qui, je pense, l'ont vu, autres dans mon entourage, avaient plutôt apprécié, n'ont pas crié au chef-d'œuvre, mais au moins ont apprécié les images. Lenny, je me tourne vers toi avant que tu partes très vite. Non, t'as pas quelque chose, t'as pas un train ? Ah non. Dommage, parce que pour le coup là bon, c'est pas très grave. Vas-y, est-ce que t'as un film à présenter ? Dommage. Excuse-moi. Je vais profiter véritablement un jour du fait que t'es censé être cardiaque pour prendre cette place. Oui, je suis cardiaque. Ouais. Moi, à la base, je voulais simplement citer relativement rapidement le film Transformers One, qui est du coup un film d'animation qui est sorti, si je ne m'abuse, autour d'octobre de cette année, qui est un préquel, plus ou moins, des films de Michael Bay. Enfin, je ne sais pas si c'est un véritable préquel, mais qui est un peu l'origin story des Transformers. C'est un film qui est très joli. J'avouerai que j'y attendais pas grand-chose avec cette idée de... Mais bon, la saga Transformers... à part Michael Bay qui s'amuse à faire péter à peu près tout ce qu'il peut, il n'y avait pas spécialement beaucoup d'attrait dans la chose. Bon, t'aimes bien quand ça pète de partout, non ? Ta dernière vidéo que t'as fait là sur podcast, encore une fois, Thibaut InShape versus Lenny. Là, la dernière vidéo, vraiment, t'essayais de montrer que tu savais péter des pneus, que tu savais péter des voitures, parce que justement, t'as un grand attrait pour aussi les voitures et les pneus. Donc, davantage les pneus d'ailleurs. Et sinon, les films d'animation. Du coup, Transformers One, moi, ce qui m'avait intéressé je présente. Non, tais-toi. C'est ton projet. Au secours. Sauvez-moi, pitié. Ça marche. À la base, moi, ce qui m'intéressait par rapport à ce film, ça a été visiblement l'espèce de retour de l'aspect politique de ce dernier. Alors vraiment, si ça pour vous c'est politique, les enfants, va falloir essayer de se réveiller un petit peu, parce que je vous jure, c'est pas parce que on a 2 héros qui sont des mineurs un peu prolos et que le chef du pseudo-état de l'histoire,
c'est le méchant et qui vous dit je fais ce que je veux, je réécris la vérité si je veux. Vraiment, si c'est ça pour vous, c'est politique. Il va falloir quand même essayer de se bouger un peu. J'ai envie de donner un contre-argument, mais bon, au vu de l'actualité, t'as bien l'impression qu'il y en a, ils sont pas très réveillés. Ah mais j'ai jamais dit le contraire, mais du coup, justement, si ça c'est le niveau, c'est peut-être un peu bas. Pour nous peut-être, mais bon. En tout cas, c'est pas un coup de cœur. C'est dommage. Mais c'est une belle trouvaille. Visuellement, c'est un film qui est quand même intéressant. Il a des qualités. Je ne m'attendais clairement pas à avoir une histoire qui est quand même relativement sympathique, bien que assez prévisible, un peu déjà vu sur pas mal de points. Mais ça a été véritablement visuellement où je ne m'attendais pas à avoir justement également ce côté 3D très léché, très poli, surtout avec l'aspect un peu compliqué de l'aspect robotique, l'aspect un peu rouillé. C'est plutôt bon sur ce genre de points, même si j'avouerais que je crois que c'était le réalisateur de Toy Story 4 qui a fait Transformers 1. J'en attendais peut-être un peu plus, mais ça reste à mon avis un film intéressant. Et j'espère à minima qu'ils vont pas se chercher à nous vendre 150 jouets derrière avec ça. Bah si, c'est totalement le but de base de Transformers. Maudit capitaliste. Emma, alors il me semble que toi c'est pas forcément un long métrage. Si, c'est un long métrage, c'est Lily qui va nous présenter un court métrage, mais c'est un long métrage alors de presque 2024 parce qu'il est sorti le 27 décembre 2023. Allez, on chipote, c'est bon, voilà, c'est validé. Donc, bon, super, merci. Franco-espagnol, c'est Mon ami robot de Pablo Berger. Qui traite à la fois de l'amitié, mais majoritairement en fait de la solitude. C'est l'histoire d'un petit chien qui adopte entre guillemets parce qu'il l'achète en fait finalement son ami, donc son ami le robot, puisque ça s'appelle Mon ami robot. Et c'est dans un Manhattan des années 80, et donc ils se baladent. Ils deviennent amis et en fait, ils se font enfermer sur une plage. Bon. Et voilà. Surtout pour un robot. Oui, c'est du coup, voilà, tout l'intérêt du film, c'est que ça finit pas très bien pour le robot, sans spoiler, puisque voilà. Et donc, ça traite de toutes les manières de l'amitié, de la solitude et surtout de la loyauté aussi entre les deux, parce que le chien va vouloir sauver son ami robot, toujours. Et ça a été plutôt bien reçu, je crois. On en a entendu pas mal parler. Et je vous conseille de le voir en majeure partie pour la scène de fin qui est quand même assez impressionnante et très touchante. Avec mis en scène un peu à la manière d'une course-poursuite qui casse en fait tout le rythme du reste du film. Et c'est franchement très joli et très poétique, un peu comme La plus précieuse des marchandises. Et c'est à tout public ou Oui, ça peut être... ça se destine, je pense, à un public adulte, mais il n'y a aucune scène choquante, c'est rien de visuel, pas du tout. C'est juste très triste. J'ai peur, en fait. Non, les robots, déjà, ça me fait peur. Par contre, on peut pleurer. Ah, on peut pleurer ? Ouais. Ah ouais, mais non, moi, j'ai déjà ma dose. Voilà. Pour Noël, là, j'ai déjà ma dose. Mais on peut pleurer et après être joyeux. Ah bah oui, je te le souhaite, en tout cas. Ah, toi, ça va ? Ça va. Tu veux qu'on en parle ? Non, mais ça va aller. Parce que j'ai senti un petit... Bon, il y a eu beaucoup d'identification dans le personnage. Mais c'est difficile, mais ça va. Ok, bon bah écoute, très bien. Mais c'est aussi pour ça que tu as une croix peut-être, des fois tu fais des erreurs. Voilà, mais heureusement qu'on n'est pas filmé toujours. Ah oui, mais après je le précise parce que c'est important de dire un petit peu dans quel contexte on est, à tout moment, on sait pas ce qui se passe. Surtout que lui il aime bien la bagarre, Lenny. Toi aussi t'aimes bien la bagarre ? J'adore la bagarre, donc voilà, vu que je suis face à Lenny, je pense que ça peut partir très vite en bagarre. Finalement. Oui, mais en toute amitié. Ah oui, en toute amitié, oui. Parce que t'as vu son podcast d'ailleurs ? J'ai tout vu. Lenny versus Thibaut InShape. Ouais, les pneus de voiture, tout ça. C'est vrai. J'ai tout vu. Bah, moi, ce qui m'impressionnait, c'est vraiment que quand il porte le pneu et il le crame. Ouais, avec sur son petit doigt, il le porte. On n'oublie pas. Oui. Et après, il se met dedans et il fait du cerceau. Ouais, ça c'est très très impressionnant à voir. Je vous le conseille. Il a perdu des cheveux à cause de ça. Et parce que bon, évidemment, il y a eu des étincelles, donc. On te soutient, Lenny. N'oubliez pas, #Lenny versus Thibaut InShape. Ça va devenir vraiment un hashtag officiel, je l'espère. Thibaut InShape, si tu nous écoutes, parce que tu nous écoutes quelques fois, puisque tu aimes bien tout ce qui n'est pas filmé, on te soutient moyen, on soutient principalement Lenny dans ce combat. Je crois en toi. Jack Paul aussi, tout ça. Trump m'a appelé d'ailleurs, il te soutient. T'es totalement dans l'Amérique pure. Bravo Lenny. L'aide. Lily, là, par contre, là, je vais pas me tromper.
Toi, c'est un court-métrage. C'est ça, j'arrive avec un court-métrage qui s'appelle Papillon, qui a été réalisé par Florence Miel et qui a été très très bien reçu. Il a reçu le prix du meilleur court-métrage français au Festival de Berlin cette année. Et donc c'est un court-métrage qui parle d'une vraie personne qui s'appelle Alfred Nakache, qui est aussi connu sous le nom du nageur d'Auschwitz. Et donc en fait, le court-métrage est magnifique. Enfin, moi je le trouve très joli visuellement. C'est de l'animation avec des peintures à l'huile. Donc déjà, les couleurs sont super belles. Et en fait, le court-métrage commence sur un monsieur qui nage dans la mer vers le large. Et donc, les huiles se superposent et donc ça va très bien, ça coule très bien avec la mer. Et donc, à chaque fois qu'il plonge dans la mer, il y a un souvenir de lui dans l'eau qui émerge. Donc, on part du premier souvenir où il est jeune avec sa maman quand il prend son bain. Ensuite, lui qui a un très bon souvenir d'une nage avec ses amis en Algérie. Et ensuite, on finit sur lui qui nage au camp d'Auschwitz. De manière bien évidemment clandestine, dans les bacs pour incendie, dans les cuves d'eau. Et donc voilà, et c'est très touchant et c'est extrêmement joli. Et j'ai trouvé ça très poétique d'amener ce sujet autant traumatique que joyeux dans ses souvenirs à l'eau. Enfin, j'ai trouvé ça super joli. Il doit y avoir une identité visuelle en plus assez marquante de ce que tu présentes. Ouais. Mais de manière pas du tout brutale. Et le fait que ce soit... Enfin, même les sons de la mer, c'est très en apesanteur, très doux. J'ai beaucoup aimé. Et on peut le voir où, le film, précisément? Moi, je l'ai vu sur Arte. Sur Arte? Ouais. Ah bah, Arte, évidemment, ça reste le summum. Donc, bon. Florian, toi, t'as un petit film d'animation aussi cette année qui t'a marqué? Oui, c'est Flow, ça s'appelle. Donc, c'est un film qui vient de Lettonie. Donc, on a entendu tout à l'heure la bande-son. Tu parlais de films aquatiques, justement, avec ton film. Bah, c'est exactement la même thématique. On est dans la thématique de l'eau. Parce que c'est l'histoire d'un petit chat qui fait face à une montée des eaux très soudaine et qui doit survivre avec tout plein d'autres espèces d'animaux dans un bateau pour survivre à la montée des eaux. C'est un film, au départ, on pourrait croire que c'est un peu une parabole sur l'écologie, la fin du monde, etc. Comment essayer de pallier à ça, comment les animaux vont nous survivre, etc. vis-à-vis de ça. Mais en fait, je pense pas... Enfin, personnellement, c'était pas tellement le fond du sujet, c'était plus un film sur une réflexion sur le cycle de la vie, le mouvement de l'eau qui suit son cours, etc. et qui en plus fait contraste avec tout le long du film, en fait, où on a justement les animaux qui passent à travers des décors, en fait, qui ont été bâtis par probablement des humains, on sait pas, parce qu'en fait, rien n'est daté ni sourcé ou quoi que ce soit. Mais il y a plein de statues, il y a plein de bâtiments, etc., à travers desquels il passe. Et en fait, ça fait beaucoup de contraste. Le film, constamment, est dans un flottement comme ça, en fait, où les animaux, progressivement, apprennent à se connaître, apprennent à communiquer et à réussir malgré leur langage, parce que le film n'est pas du tout dans un délire un peu anthropomorphe où il y aurait des doubleurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment le chat, il miaule. On a un capybara, on a un lémurien, on a des chiens qui aboient, voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Donc le concept du film, il n'y a aucun dialogue, c'est juste de se comprendre par le visuel ou autre chose, quoi. Donc le film est plutôt une thématique sur la réflexion de l'autre, sur l'acceptation de l'autre et en même temps tout simplement de s'acclimater au rythme de la vie, d'essayer de voir comment on peut s'adapter, quoi. C'est d'autant qu'en plus le film est fait sur un moteur sur Blender, donc c'est un logiciel de 3D. Donc au départ, je crois que c'était Unreal Engine qui était un moteur de jeux vidéo, mais en fait non, c'est fait sur Blender et le rendu est extrêmement pourtant très vidéoludique, on pourrait dire, mais c'est pas du tout péjoratif. Ouais. C'est juste qu'en fait, il y a une vision très objective de la caméra
qui flotte constamment en fait pour suivre les personnages, et en fait ça rend le truc encore plus flottant et très éthéré, quoi. On a l'impression d'être un peu dans un rêve, qu'on comprend pas trop ce qui se passe, on se laisse complètement prendre dans le rythme, quoi. Ça a l'air extrêmement poétique de ce que tu en dis. C'est un film vraiment magnifique c'est une très très grosse chialade, très sincèrement. Décidément, les films d'animation, parce on a envie de faire pleurer les enfants, je crois. C'est un film qui parle aussi c'est le cycle de la vie, donc c'est la mort, la mort, la renaissance, etc. Il y a pas mal de choses un peu c'est un peu dark, quoi, entre guillemets, mais c'est autant adapté à un public jeune, entre guillemets, qu'à un public adulte, parce que tout le monde pourra y trouver son compte, en fait. D'accord. Donc c'est vraiment un film absolument magnifique, je trouve. On en sort heureux, j'espère, parce que non, mais c'est de la c'est de la tristesse, mais c'est de la bonne tristesse, dans le sens où ça ramène à des idées que tout le monde peut partager, en fait. Et tu l'avais vu au Café des Images Oui, il passe au Café des Images, et en plus, globalement, c'était ça le comble hier soir, donc c'était la petite salle, mais c'était la salle Tati. Ouais, c'était la salle Tati. Mais c'était comble, je crois, à peu près. Donc, j'espère que vous allez vous ruer aussi dessus pour aller le voir, parce que là, techniquement, on a plusieurs propositions. Donc, juste pour rappel, donc moi, c'était Le Royaume des Abysses, un film chinois aussi avec une identité visuelle très forte. Lenny, c'était Transformers, c'est ça? Transformers One. Emma? C'était Mon ami robot. Mon ami robot. Lily, pour rappel? Papillon, qu'on retrouve sur Arte, d'ailleurs, gratuitement du coup, techniquement, donc ça c'est parfait. Et actuellement au cinéma, Florian? Ouais, Flow. Donc, plein de films à voir, j'espère que vous les avez notés, on vous a fait cette petite piqûre de rappel. Il y en a au cinéma, il y en a directement sur la télé, techniquement, ou aussi en VOD. Donc, je pense que là, pour le coup, vous avez tout un flot à regarder de films d'animation. Oh là là, je suis un génie. Il sera sûrement très bon. Non, ce sera sûrement le meilleur. Pour ma famille, il n'y a que la course qui compte. Lorsque je te vois faire certaines choses, j'en ai le souffle coupé. Et voici la carte blanche de notre nouveau membre aussi, Florian. Alors aujourd'hui, j'avais l'intention, et merci d'ailleurs pour cette carte blanche, de vous parler d'un film entre guillemets maudit, mais d'un film que personnellement j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle Speed Racer. Donc film maudit des sœurs Wachowski, qui ne sera malheureusement pas le dernier film maudit de ces réalisatrices, mais qui faisait suite à la trilogie Matrix, qui était sortie en 2008, et où elles ont eu en quelque sorte elles aussi carte blanche pour le réaliser. Suite justement au succès de la trilogie, la Warner leur a laissé absolument faire ce qu'elle voulait. C'est donc l'adaptation d'un shonen, et qui a été aussi adapté en animé, nommé Mac Go Go Go, qui était sorti dans les années 60 au Japon, qui était créé par Tatsuo Yoshida, qui est en fait l'histoire d'une famille américaine dont la passion principale est le sport automobile, au cas où le titre n'était pas assez équivoque, et dont le plus jeune, donc Speed Racer, s'apprête à battre tous les records. C'est-à-dire que tout le monde se l'arrache. Il semble aussi talentueux que son frère Rex, qui lui par contre était décédé dans une course de voiture, et dont Speed semble prendre le relais. Donc il doit naviguer entre son désir de devenir le plus grand pilote de l'histoire, mais aussi celui de garder une forme d'indépendance vis-à-vis d'un sport qu'il considère comme un art de vivre. Donc au final, on voit vite que Speed Racer est une parabole entre guillemets entre ce que vit le personnage de Speed avec sa famille et la façon dont les sœurs Wachowski ont probablement vécu leur relation au cinéma. Au point que la démarche familiale du film, où chaque membre de la famille a un rôle bien à lui, se retrouve dans les collaborateurs au projet. Parce qu'en fait, le film est absolument constitué de pratiquement toute la même équipe technique qu'on avait sur les films Matrix. Donc on avait Joel Silver à la production, Zack Steinberg au montage, Owen Patterson au décor, Kim Barrett au costume, jusqu'au responsable des effets spéciaux, John Gaeta, qui est évidemment responsable de l'éponyme effet Bullet Time, qui lui avait été inspiré par Edward Muybridge et qu'il avait mis en place pour Matrix. Donc le but est de proposer autant un blockbuster qui repousse les limites établies de l'image, de cinéma, mais de rester aussi au plus près d'un discours sur l'importance de la passion qui nous anime, mais d'en conserver aussi le cœur battant au lieu de succomber à la facilité. Donc comme je l'ai expliqué, le film a été très mal reçu. Alors ça a été un bide monumental au box-office.
que ce soit aux États-Unis ou chez nous, mais ça n'a pas été aussi très bien reçu par la critique. Je peux d'ailleurs citer quelques éléments de langage de l'époque. Comme quoi Speed Racer est un long soap clip de voitures électriques coloriées, qu'il est kitsch à souhait, que c'est un déluge de couleurs criardes se déroulant avec une histoire gentillette et des personnages simplets. Et certains oseront même la comparaison en disant que c'est un mix entre Spy Kids 3 et La Coccinelle revient. Donc le projet n'a pas été très très bien reçu à l'époque, mais personnellement rien de choquant de mon point de vue, parce que dès que de nouvelles tentatives sont proposées au cinéma, c'est assez rare que les choses soient aussi bien acceptées comme ça, de plein pouvoir. Mais en fait, Speed Racer, c'est surtout le problème, c'est que c'est un film sorti trop tôt en fait. C'est qu'il est sorti juste avant Avatar, et en même temps, il essayait de repousser des limites techniques que personne n'était prêt à voir à l'époque. Mais malheureusement, justement, c'est un film très très défendu depuis. Justement, des nouvelles générations commencent à découvrir le film, etc. Il a été beaucoup plus apprécié avec le temps, donc c'est devenu un peu un objet culte. Et justement, heureusement, parce que c'est un film vibrant, c'est un film admirable. Personnellement, moi, je le classe dans les films les plus importants du 21e siècle, carrément. J'hésite pas à vraiment le mettre très très haut dans les classements que j'aime bien faire, tout simplement parce que le film suinte l'amour du cinéma par tous les pores et qu'il propose de très très nombreuses grilles de lecture. C'est surtout qu'en fait, c'est un film emblème pour les Wachowski. Il est à la jonction entre le début de leur carrière et ce qui va venir ensuite. Et surtout, c'est leur dernier film signé avec leur ancien nom. Il y a Lana qui va changer de genre juste après. Et ensuite, elles vont réaliser Cloud Atlas, elles vont réaliser Sense8, la série pour Netflix, elles vont réaliser Jupiter Ascending, des films qui vont amener à créer justement des héros très Wachowskiens, c'est-à-dire que c'est des héros qui ont des capacités plus hautes que la normale, mais qu'en fait, ils n'ont pas ces capacités parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce qu'en fait, ils vont plus vite que les autres ou plus vite que le système. En fait, ils ne sont pas soumis au fonctionnement du système et notamment au capital, en fait, à l'idée que justement le héros surpasse les autres grâce à sa vitesse et sa capacité d'adaptation, en fait. En fait, on voyait déjà les prémices de ça dans Matrix avec Neo, où en fait on lui disait qu'il était l'élu, etc., qu'il allait sauver la race humaine, pour que finalement il découvre en fait dans la suite, dans Matrix Reloaded, que justement il était l'idée de la révolte et d'être l'élu n'était qu'un autre système de contrôle en fait par la matrice. Donc justement, le but était de surpasser ça pour tout simplement dépasser les limites et déconstruire le système de l'intérieur. Et Speed Racer, c'est globalement le même fonctionnement, mais autour de la vitesse et autour du sport automobile et du mouvement constant dans l'image. En fait, je pourrais citer Julien Abadi qui a écrit un livre sur le film où il dit que chez les Wachowski, le corps du héros est immobile et que c'est sa pensée qui s'accélère. En fait, on peut voir dans Speed Racer que tout ce qui fait le sel des Wachowski, c'est que tout ce qui fait le sel de Speed Racer, c'est de voir le héros commencer à prendre conscience de ses capacités, mais aussi de lutter contre la corruption installée au sein du sport qu'il pratique. Tout comme ensuite, on verra les protagonistes, par exemple, de Cloud Atlas ou de Jupiter Ascending ou de Sense8, chacun progressivement s'allier pour essayer de chacun avoir un petit impact sur les choses qui les entourent, en fait. Et surtout, en plus, c'est un film à la rigueur formelle vraiment phénoménale, qui s'inspire autant des inspirations japonaises que du cartoon, etc. Et que les Wachowski sont toujours en train d'essayer d'apporter une petite touche en plus, d'essayer de faire d'apporter une idée en plus à chaque fois. On va passer de cadrages qui partent d'un travelling pour aller vers autre chose dans le même mouvement. On va avoir des séquences d'action où la profondeur de champ est tellement profonde qu'en fait on a l'impression qu'il y a justement la caméra peut se déplacer où elle veut en fait. Le film ne s'arrête jamais, il n'a jamais d'ambition à s'arrêter et justement à l'image du personnage, le film n'est jamais capable de justement se limiter dans ce qu'il propose. Au point que la séquence finale du film est justement représentative du personnage qui dépasse tellement les limites de la vitesse et du cadrage qu'en fait l'image en vient presque à fondre
au point que les couleurs se diluent, etc. à l'image. C'est absolument un film admirable. Et justement, je vous invite à lire le livre de Julien Abadi là-dessus, qui s'intitule « Les Wachowski à la lumière de la vitesse », qu'on peut trouver chez justement Façonnage Éditions, qui sont un éditeur français qui vraiment s'applique à profondément analyser le film, à le remettre dans le contexte de son époque, mais aussi à essayer de voir comment il a pu influencer le cinéma d'aujourd'hui, et aussi en faire tout simplement un roman séminal sur la manière dont on peut comprendre les Wachowski et comment on peut comprendre le cinéma des deux sœurs. Merci beaucoup Florian pour cette carte blanche passionnée, on peut le dire. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et ça t'est destiné, Florian, évidemment, ce jingle. Alors maintenant, le jeu, passons évidemment à d'autres fioritures, peut-être même d'autres combats, Là, on va peut-être vraiment se battre. Hein. Là, le jeu, ça a toujours eu pas mal d'émoi. Je sais, en plus, auditeurs, hein, vous me le dites souvent, hein, les Français le disent souvent, les jeux dont on n'est pas filmé, déjà, c'est passionnant, le présentateur, comment il présente ses jeux, mais bon, Seb, voilà, t'as été remarqué. Voilà, les auditeurs, hein, j'ai un petit appel là d'ailleurs de Jordan Bardella qui m'a dit incroyable ce puits de connaissances. Donc pour potentiellement encore mettre ce titre de puits de connaissances de grand leader comme tu aimes, Jordan Bardella mettait bien en avant hein, d'ailleurs ce grand leader que potentiellement tu pouvais devenir. Tu remets en jeu ton titre, ça te fait quelque chose là ou t'es pas impressionné là? Non, pas de pression, pas de... On y va tranquillement. Bon, bah écoute, t'es pas impressionné là par personne? Si, je suis impressionné, okay. Mais ça me met pas la pression pour autant. Okay. Oui, là, il y a vraiment de la patience. Oui, parce qu'en fait, on vous a pas dit, s'il y a beaucoup de nouveaux membres sur les jeux, c'est qu'à chaque fois, il y a une récompense. Là, même la régie va jouer, hein, Marion et Zéphyr. Marion, t'es prête à gagner? Alors, tu m'as dit combien déjà? Toi, t'as cru combien qu'on allait gagner? 1 000 €, non? C'est pas ça? Ah non, j'ai dit on gagne 10 000. 10 000? Ah oui, bah 10 000. très bien. 10 000, j'en donnerai une part à Zéphyr du coup, parce que 1 000 €, j'avais pas intention de partager. Ah ok, mais là t'as l'intention de partager? Pas équitablement, mais ah oui. Ok, oui. Bon bah écoute, c'est bien, et puis j'espère que... Alors Lénie, toi tu vas donner pour ton association des enfants qui se battent. Donc ça c'est beau, j'espère que tu vas gagner parce que bon, Seb lui c'est vraiment tout pour sa poire. Ah, c'est tout pour ma gueule. Ouais. Lénie, tu peux présenter un peu ton association? Non, ce sera pas pour l'association, ce sera pour racheter techniquement cette émission, te dégager et juste présenter. C'est une association, il a toujours rien compris. Donc Florian, Emma, Lily, j'espère que aussi vous allez potentiellement gagner. Vous aussi c'est pour votre poire de ce que vous m'avez dit. Tout à fait, parce que sinon Emma, je ne partage pas. Donc, voilà. Toi, tu partages jamais, Emma? Ah non, absolument pas. Et Lily, toi, tu... À quoi ça sert de partager? Bon, d'accord. On est vraiment... Florian, j'espère au moins que tu vas partager à quelqu'un, au moins, tout ça. Oui, on va essayer d'être dans le partage en ce jour de... Bah voilà, merci. Voilà. Florian, là, j'ai envie qu'il gagne. Je suis désolé, hein, Emma, Lily, là, vraiment... Bon, bref, on y va pour le jeu. Alors, le thème, vous doutez bien, c'est autour de l'animation. Alors... Je fais un truc un peu à la Plan B, c'est-à-dire une autre émission qu'on propose sur, évidemment, Station B. Donc, en réalité, je vais vous poser une question. Si jamais vous n'avez pas la réponse à cette question, je vais vous faire des propositions, je vous rassure. Donc, vous allez pouvoir quand même avoir le temps. Donc, vous avez un premier temps, le temps de répondre à la question. Si vous avez la réponse, allez-y. Et après, si vous n'avez pas la réponse, je vous fais des propositions. Et là, c'est vraiment la course à celui qui va potentiellement trouver. Donc, je vous propose un petit buzzer, chacun. Lénie, quel est ton buzzer pour répondre? Ok, toujours difficile, toi. C'est vraiment... Florian, est-ce que tu as un buzzer? Un bruit. Ok, très bien. Ça peut être avec la bouche, hein, tout simplement. Hein. Emma, Lily? Emma? Ouin, ouin. Ouin, ouin. Lily? Pouette. Pouette. Seb? Ouais. Ok. Et Marion? Bing. Bing. Ok, je vais absolument pas retenir vos trucs, donc je vais faire à la voix. Alors, première question. Quelle a été la première collaboration entre le réalisateur Isao Takahata et le compositeur Joe Hisaishi, souvent associé à Hayao Miyazaki pour ses compositions? Alors, faut le faire vraiment près du micro, je pense, parce que sinon on va pas y arriver. Florian, trouve un autre buzzer en fait. Vas-y, trouve un autre buzzer tout de suite. Ok, Florian, du coup? Le tombeau des Lucioles.
Et je regarde parce que j'ai mon truc qui s'est éteint. Mais oui, c'est ça, c'est la bonne réponse, on peut l'applaudir. Bravo. C'est le seul qui va partager, donc tant mieux qu'il gagne. Deuxième question. Quelle œuvre de Lotte Rinnenger, célèbre pour ses films d'animation en silhouette, est souvent considérée comme le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma, avant même ceux de Disney? Quelle œuvre de Lotte Rinnenger, célèbre pour ses films d'animation? Personne là. Puis en plus, il joue tellement bien pour les jeux. Le conte de quelque chose, mais j'ai un trou de mémoire. Personne n'a. Ouais, il y a un peu de ça. Personne n'a, d'accord. Les 4 propositions. Alors, laissez-moi finir les 4 propositions avant de buzzer. Les aventures du prince Ahmed, Ali Baba et les 40 voleurs, Blanche-Neige et les 7 nains, La Belle au bois dormant. Les aventures du prince Ahmed. J'ai pas entendu le buzzer. Ah mince. Bah vas-y. Ouais, les aventures du prince Ahmed. Oui, bon bah 2 points pour Florian, bravo. Seb, je t'attendais un petit peu avant là. Non. Ok. Bah non, je l'avais pas. Ça arrive. C'est bien. En fait, je me suis écarté de Seb, je le dis pour les auditeurs, parce qu'il m'a dit qu'il allait potentiellement tricher. Donc moi, je triche, mais là, j'arrive pas à tricher, donc je peux pas avoir les réponses. C'est pratique en fait. Pas de triche, pas de bonne réponse. On a eu beaucoup de tricheurs sur cette émission. Je crois que Lenny a essayé de tricher, mais... Non, je regardais uniquement le retour caméra. Oui, bien sûr, à d'autres. Quel réalisateur soviétique est célèbre pour son film d'animation de 1969, La Reine des Neiges, inspiré du conte de Hans Christian Andersen, et connu pour sa narration poétique et sa profondeur thématique? Je vous ai dit que c'était un peu difficile. Est-ce que vous l'avez? Quel réalisateur soviétique est célèbre pour son film d'animation de 1969? Personne là. Les 4 propositions. Je vais écorcher les noms, c'est horrible. Lev Atamanov, Yuri Nordstein, Alexandre Tsouko, Fyodor Kitruk. J'ai répété là-dessus. Je propose Yuri Nordstein. Attends, je me rappelle plus. Yuri Nordstein, non, c'est pas la bonne réponse, désolé. Bing, souci. Bing, Marion. Moi je dirais Kipruk, parce que c'est un nom sympa. Kitruk, je sais pas. Non, c'est pas Kitruk, il en reste 2. Allez-y, il en reste 2. Je crois que c'est le premier, mais j'ai oublié le nom déjà. Désolé. Lev Atamanov? Oui. Bravo, on peut l'applaudir. Là, il part vraiment sur... incroyable. Attention, il y a une chute à l'histoire. Il va partager, mais on vous a pas dit à qui. Dans quel film français de Michel Oslo, la technique de découpage en silhouette est-elle utilisée pour raconter des histoires inspirées du folklore africain? Oui, Florian. Kirikou. Non, c'était le piège. Ouais. Il y a un piège. Oui, Seb. C'est Prince et Princesse. Ouais, bah voilà. Bravo, Seb. J'ai voulu connaissance. Bien joué. Zéphyr l'avait. Ah, oh là là, excuse-nous. Alors, maintenant, on part sur de l'animation américaine. Quel film d'animation de Ralph Bakshi, sorti en 1972, est souvent cité comme le premier film d'animation américain classé X en raison de son contenu mature et de ses thèmes sociaux provocateurs? Oui, Seb. Fritz the Cat. Bravo. On peut l'applaudir, Seb, là, vraiment. Dès que je peux tricher, c'est plus facile. Je sais pas comment t'as fait, là. Là, vraiment, il y a un truc. Ou alors, il y a une collaboration peut-être avec Lenny qui envoie des signes. Et en fait, il y a un partage entre vous deux. D'accord, bon, on verra avec cet argent. Maintenant, on part encore sur l'animation japonaise. Moi, je le dis, le thème carrément. Dans quel film d'animation japonais de 1988, réalisé par Katsuhiro Otomo, la ville futuriste de Neo-Tokyo est-elle détruite par une explosion psychique? Oui, Lenny. Akira. Oui, bravo, un point. Bravo. Alors, on va faire les comptes, il me semble. Florian, tu as 3 points. Seb, tu as 2 points. Lenny, tu as 1 point. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont de points. Là, normalement, on est sur les 6, c'est ça. Marion, t'avais pas 1 point? Non, Marion, elle a tenté d'avoir 1 point. Oui, mais j'ai le point du public, je crois. Alors, j'ai justement les auditeurs qui viennent de m'envoyer un message, parce que des fois, ils sont, par rapport au passé et au futur, ils ont une notion incroyable. Ils me disent non. Non, absolument pas. Et non. J'emmerde le public. Oh, ben voilà, et voilà. Et là, par contre, ils te disent, là, on te reconnaît. 7ème question. Quel réalisateur britannique est connu pour avoir créé des œuvres en stop motion comme Wallace et Gromit et Chicken Run? J'ai entendu... En même temps. Florian. C'est le réalisateur ou le studio? Réalisateur britannique que je vais demander. Mince. Non, là, je l'ai pas alors. Seb. C'est Nick Park. Bravo, Seb. Oh là là, quel talent.
Auditeurs, auditrices, je sais que là vous êtes toujours impressionnés. Hein. Jordan Bardella vient de m'envoyer un petit message. Je l'aime trop d'amour, mon Sebou. La remontada. Ah là là, son grand leader. Bref, maintenant, les séries animées pour adultes. Quelle série animée japonaise pour adultes réalisée par Satoshi Kon est souvent considérée comme une critique de l'industrie de la télévision et du fandom obsessionnel? Oui. Perfect Blue? Non, mais c'était dans les propositions. Mais c'est pas Perfect Blue. Ping. Ah, Zephyr. Ah oui, il Paprika. est là. C'est dans les propositions, mais c'est pas la bonne réponse. Du coup. Alors, t'as déjà eu, je suis désolé, t'as déjà eu ta chance, Florian, Seb. Paranoid Agent. T'as triché? Oui. Ah bah bravo alors. Il le dit, hein. Il le dit. Oui. Attends, du coup là t'as 4 points, Seb. Oui. Bon bah écoutez, le partage ne sera pas. Ou potentiellement, il reste encore 2 questions. Emma et Lily, ça va? Écoutez, bon, on est là, quoi, déjà. Légèrement en retard. Désolé, hein, c'est difficile, mais en même temps, voilà, j'avais envie d'aller sur vraiment quelque chose de très fort, très dur. Bon, après, il y a des petites questions peut-être évidentes, mais c'est plus sur d'autres trucs. Je suis désolé. Maintenant, un film d'animation chinois, ça va peut-être vous aider, non? De 2019. Devenu un phénomène en Chine, hein, raconte l'histoire mythologique d'un enfant demi-dieu qui lutte pour trouver sa place dans le monde. Quel est-il ? Quel film d'animation chinois de 2019, devenu un phénomène en Chine, raconte l'histoire mythologique d'un enfant demi-dieu qui lutte pour trouver sa place dans le monde? Lily. Y'a rien là. Y'a rien? Y'a rien. Oh putain. Personne? Bah, c'est normal, hein, c'est Rien difficile. Alors, 4 propositions. Il y a Big Fish et Begonia, White Snake, Monkey Kind, Hero is Back ou Neza. Oula, Lenny. Monkey Kind? Non. Et Monkey Kind non plus, je crois que Monkey King, c'est le premier film du réalisateur qui a fait Le Royaume des Abysses. Oui, Florian. Neza. Oh putain. Ah, il l'a, bravo. On peut l'applaudir. Bravo. Et là, on est à 4-4. Moi, je vous propose, parce que je suis désolé, hein, on va dire très franchement, voilà, je suis désolé, vous avez perdu. Marion, tu as perdu. Emma, Lily, vous avez perdu. Surprise. Bah oui, désolé, Lily. En plus, t'avais énormément d'attentes sur le quiz. Ouais, nous aussi, hein, on avait énormément d'attentes, mais c'est pas grave. Lenny, tu as perdu. Je vous propose du coup un duel entre Florian et Seb. On y va. Bardella t'envoie un petit je t'attends mon loulou. Alors, quel réalisateur a remporté un Oscar pour son court-métrage d'animation en stop-motion en 2003, un film australien explorant les thèmes de la solitude et de la différence? Quel réalisateur a remporté un Oscar pour son court-métrage d'animation en stop-motion en 2003, dénommé Seb? Adam Elliott. Wow, respect. C'est la bonne réponse de Seb. T'as vraiment triché? Ouais, je triche tout le temps. Ouais. Mais tout le temps, sinon je perds. Bah, et quel est l'intérêt que je perde? On peut applaudir Seb pour avoir 10 000 € dans sa poche, alors qu'il est pété de thunes. Ah oui, l'association Une piscine chez Sébastien, continue. On peut encore le dire. Mais Florian, tu as été un très bon concurrent quand même. On peut l'applaudir aussi, Florian, techniquement. Et merci beaucoup, Florian, pour cette carte blanche aussi que tu nous as proposée. Tout au long aussi, évidemment, cette proposition de film d'animation. Donc merci beaucoup pour cette première émission chez nous. C'était exemplaire. C'était exemplaire. Évidemment, nous avons aussi 2 personnes exemplaires. Nous avons Lily déjà. C'était génial de t'avoir aussi autour de cette table. Mais merci à toi. Ça m'a fait très plaisir. Eh bien, merci encore. Nous avons ici Emma, et attention, on peut le dire, la chute de l'histoire, tu n'as pas de croix. Effectivement, je n'ai que des énormes lunettes, mais je n'ai rien sur le visage d'autre que ça. Hein. Tout va bien. Alors un sourire. Oui. Si la caméra de surveillance s'allume encore, je pense que beaucoup ont été déjà spoilés dès le début, mais bon. Mais merci beaucoup en tout cas pour ta merci à vous. Et Seb, alors puits de connaissance, voilà, alors là, Jordan m'appelle, hein, je suis obligé de refuser ses appels parce qu'il veut absolument te féliciter. Donc bravo encore à toi et merci, évidemment. Merci à tout le monde, merci à toi. Et puis merci en demi-teinte évidemment, mais merci quand même d'être là, Lenny, merci, ça fait plaisir.
De rien, écoute, je fais du boulot et visiblement personne voit les caméras, mais écoute, je suppose qu'elles sont suffisamment bien planquées. Pas possible, voilà. c'est une obsession, on n'est pas filmé. De toute façon, que tu me crois ou pas, non, les auditeurs peuvent le vérifier en checkant les réseaux sociaux. Hein oui, bah oui, voilà. à d'autres. Il n'y a pas de page. Enfin, si, on a une page YouTube, enfin une page évidemment, une chaîne YouTube, une page Insta, je crois. Ça, c'est ce que j'ai vu. Mais alors, c'est des fans qui l'a créé. On a, il me semble, aussi un TikTok désormais. Bon, décidément, les jeunes nous aiment. Et aussi, évidemment, nous sommes sur Apple Podcast, Spotify, et si vous êtes en réécoute, la station B.fr. Évidemment, nous avons évidemment un grand remerciement à faire pour cette régie d'enfer. Marion, merci beaucoup Marion. Merci à toi et je tiens à dire que en fait j'aime le public. Ah, ça se finit bien cette histoire comme un joli conte. Mais oui, c'est ça. Et en parlant de joli conte, nous avons aussi Zéphyr. Merci beaucoup Zéphyr aussi pour cette régie. Et ben merci de m'accepter encore après tous les insultes que j'ai pu prononcer à ton égard. Bah ça je suis pas au courant. Ah mince. Ah oui. T'es pas au courant. Non, et puis ça, là, ça a très mal se finir. Ouais. Okay. Tu m'as insulté de quoi ? Bon, à la prochaine, tout le monde. Hein, si je suis encore là. Je fais ce que je veux, mais vraiment, si tu m'as insulté, alors là, mais je le prends très mal. Je suis très susceptible. Je suis cardiaque là, et susceptible. Ça se rallonge, là. Non, mais franchement, je crois que, en fait, c'est nous deux qui allons se battre. Mademoiselle Doré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Bah écoutez, c'est très simple. Oh, mais j'adore là. Alors, il devait rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Bon, bah ça va. On arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un sac qui s'est joué. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Cet entretien sera intégralement pas filmé. C'est une fabrication artisanale. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Qu'est-ce qu'il fout? Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais où est-ce qu'il